Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser au MOT, c'est-à-dire l'avantage compétitif durable. Alors MOT en anglais ça veut dire la douve, et donc on va le voir, c'est un des critères préférés de Warren Buffett, en tout cas c'est lui qui l'a rendu populaire. C'est la protection, enfin c'est les avantages compétitifs qui protègent le business. Bon, avant de commencer, tout ça pour vous dire que moi je ne suis pas conseiller financier, donc la vidéo qui va suivre est simplement un divertissement et n'a pas de valeur de conseil d'investissement. Alors le principe, donc comme je vous l'ai dit, c'est un des principes préférés de Warren Buffett, et peut-être même son principe préféré. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que un bon business, c'est comme un château fort avec une douve bien profonde autour, avec des requins dedans, et il veut que son business il soit inattaquable. Donc en gros, ça représente la capacité de l'entreprise à prospérer dans le temps, dans un environnement qui est par définition concurrentiel, et il y a un élément qui le protège vis-à-vis de ses compétiteurs. L'intérêt de ça, c'est bien évidemment, c'est qu'on a une visibilité dans le futur bien meilleure du business, car il semble plus protégé. Donc il y a Porter là, qui est quelqu'un qui s'est intéressé aux forces concurrentielles. Donc il y a différentes façons de le représenter. Moi je voulais représenter de la manière suivante. Donc, donc si on s'intéresse à la concurrence, hein, un concurrent c'est un agent économique qui va être capable de réduire la capacité à générer du profit de l'entreprise. Et donc il y a différentes forces qui vont jouer là-dessus. Donc vous avez les nouveaux entrants, hein, qui vont essayer de prendre des parts de marché par exemple. Vous avez les pouvoirs de négociation de clients, donc si votre produit est peu différenciant, on peut par exemple s'intéresser quand vous faites le plein de votre voiture, peu importe que vous l'achetiez à telle ou telle station, ce que vous voulez, c'est surtout que ça soit peu cher, donc ça va être la pression du client sur le coût de cela. Vous avez un pouvoir des fournisseurs, donc si vous avez besoin d'une ressource ou d'un produit bien différencié, bah, vous aurez moins de marge de négociation sur le prix d'achat de vos produits, par exemple. Vous avez éventuellement les produits de substitution. Donc si votre produit il est facilement substituable, eh ben, ça va renforcer l'intensité concurrentielle. Et surtout, ce qui est souvent oublié, ben, c'est qu'il y a aussi un rôle des pouvoirs publics, hein, comme on le voit actuellement, et c'est d'actualité actuellement avec la Chine, c'est que les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle, soit protecteur, soit renforcer cette intensité concurrentielle. Donc concernant la méthodologie d'identification, bah, finalement, il n'y a pas de véritable critère technique à proprement parler. Moi, ce que je fais à titre personnel, c'est que ça doit être assez évident pour que cela fasse consensus sans véritable analyse approfondie, hein. Je sais pas moi, par exemple, on le verra un peu plus tard sur l'effet réseau, par exemple de Facebook. Bah, il est évident que la force de Facebook, c'est le nombre de gens qui sont inscrits sur sa plateforme, et donc c'est son gros avantage, et c'est ce qui fait sa force notamment. Donc il n'y a pas besoin d'éléments plus techniques. Bon, moi je vous en ai mis d'autres qu'on peut retrouver. C'est une marge brute supérieure à 40%, une marge nette supérieure à 10%. Donc moi, c'est quelque chose que je regarde. Après, j'ai trouvé ça aussi, c'est-à-dire que un des éléments qu'on pourrait retrouver, c'est donc une augmentation de 10% par an de tous les éléments suivants, donc des earnings per share, des equity, des ventes et du free cash flow. Et si on le regarde à 10 ans, à 5 ans et à 1 an, on a cette augmentation qui est constante. Bon, en pratique, moi, je ne m'en sers pas, et je pense qu'il y a très très peu d'entreprises qui correspondent à ça. Mais pourquoi pas, je vous l'ai mis, il y en a sans doute d'autres sur le plan technique. Moi, je pense que c'est intéressant dans cette approche de mode, c'est justement d'avoir une approche au doigt mouillé, hein. C'est-à-dire que finalement, l'avantage concurrentiel, il parle à tout le monde, il est évident, ça en fait la force. L'argumenter, l'expliquer, c'est que probablement ce mode n'est pas si fort que ça.
Ensuite, donc si on s'intéresse aux éléments, que peut constituer ce mode, donc ça peut être une barrière à l'entrée, une barrière à la sortie, un effet réseau, et cetera. On va les voir, chacun d'eux. Et donc moi, pour chaque entreprise dans laquelle j'investis, j'essaie de me poser la question: «Est-ce qu'il y a un mode?» et de ce mode-là, sur quoi il porte pour l'évaluer, et est-ce qu'il est vraiment, si important que ça? Voilà. Donc pour la barrière à l'entrée, on peut avoir par exemple un coût trop important, hein. C'est par exemple le cas de Airbus ou de Boeing, hein. Il est évident que c'est des entreprises, extrêmement capitalistiques, avec, tous les crédits que vous voulez. Il vous faudra, des décennies pour pénétrer un marché équivalent, et on voit bien que même, le concurrent chinois, pour l'instant, il est encore loin de pénétrer le marché, occidental. Donc il y a une très très grosse barrière à l'entrée, par exemple, pour ce type d'entreprise. La barrière à l'entrée, elle peut être aussi réglementaire, hein. Si vous avez, par exemple, pour la FDJ, une protection, réglementaire, monopolistique, bah, vous êtes protégé par définition. Si vous avez un accès privilégié à certaines ressources, à certains fournisseurs, là aussi vous avez une barrière à l'entrée pour vos concurrents. La barrière à la sortie, c'est le coût de changement. Vous pouvez avoir des frais, qui sont des frais en coût, en temps, en complexité, de gestion. Donc par exemple, quand vous êtes dans le cloud, par exemple d'Amazon, beh, le coût de sortie va pas être anodin. Donc c'est pour ça qu'en général les clients, sont assez captifs des systèmes de cloud. À titre plus personnel, un type de retail, une fois que vous avez, une Apple Watch, ou un téléphone, Apple, vous restez souvent avec le même système, et donc vous allez avoir plus facilement un ordinateur Apple, et cetera. Et vous allez rester chez eux, par exemple, pour pas perdre la fonctionnalité de votre montre connectée, par exemple. À titre plus individuel. Après, c'est surtout valable pour beaucoup d'entreprises, de logiciels informatiques, où une fois que vous avez votre entreprise qui fonctionne avec tel ou tel, logiciel, bah, le coût pour une entreprise va être énorme de changer de système, et donc les entreprises sont plutôt captives, de cela. Voilà. Ensuite, vous avez l'effet réseau. Alors c'est notamment tout ce qui est dans les, dans les réseaux sociaux, hein, dont c'est la force. C'est plus vous avez d'utilisateurs, et plus ça augmente l'intérêt de ce réseau. Donc ça, c'est valable pour les réseaux sociaux. C'est aussi valable pour tous les réseaux de vente, hein. Plus vous avez de clients sur un réseau, et plus vous allez avoir de vendeurs qui se mettent dessus, donc vous aurez une offre large, et donc plus vous aurez de clients, hein. C'est par exemple le cas de Amazon, ou de Alibaba, par exemple. Ensuite, vous avez le mode en termes d'échelle, d'économie, donc un impact sur le coût, et donc vous êtes capable de délivrer un, un produit à un coût inférieur. Donc c'est sans doute un des modes les plus puissants. Donc là, je vous ai mis par exemple, la Saudi Aramco, donc c'est l'entreprise qui vend du pétrole en Arabie Saoudite. Donc ils sont capables de délivrer le baril de brut à un coût inférieur à 10 $. Et ça, vous n'avez aucune major, au monde qui est capable de délivrer un pétrole aussi peu cher, et donc est capable d'écraser la concurrence, ou en tout cas de délivrer un produit bien moins cher que pas mal d'autres. Et on a pu le voir que ça a eu un intérêt stratégique pour assécher certaines majors ou certains, autres pays. En tout cas, ils s'en servent, l'Arabie Saoudite s'en sert comme un levier de puissance. Vous avez, par exemple, ce qui a fait, initialement la fortune de Ford, ben, c'est une organisation, différente, qui a permis de diminuer le coût de production, par exemple, des voitures avec le Fordisme, par exemple. Voilà. Après, vous pouvez avoir un mode en termes d'efficience opérationnelle, donc c'est-à-dire que plus le volume augmente, plus votre coût baisse. Vous avez une capacité opérationnelle supérieure, donc une entreprise comme FedEx qui est capable de délivrer des colis en moins de temps, partout dans le monde, etc. Elle a une efficience opérationnelle qui peut être supérieure à certains de ses concurrents. Pour Alibaba, à mon sens, elle l'a aussi, parce elle est capable de mettre en relation tous les constructeurs, ou en tout cas tous les fabricants chinois, avec
plein de, soit grossistes, soit de consommateurs, personnels, dans plus d'une centaine de pays. Et ça, vous n'avez pas actuellement d'autres entreprises qui est capable de faire ça. Après, vous pouvez avoir des entreprises qui ont un positionnement dominant, hein, voire monopolistique. On pense par exemple à Google, hein. Google, c'est le premier moteur de recherche dans les pays occidentaux. Je crois que c'est 90% des recherches ou plus. Donc, bah, vous passez forcément par celui-ci. Alors, le client, c'est pas vous, hein, vous êtes le produit sur ce type d'entreprise. Le client, c'est les entreprises qui vont payer les annonceurs. Et donc, si vous voulez développer un business sur Internet, si vous voulez être bien référencé sur Google, mais forcément vous êtes enfin sur Internet, vous êtes forcément obligé de passer par Google, et donc là il y a un gros avantage pour ce type d'entreprise. Dans les semi-conducteurs, que ce soit TSMC ou ASML, pour différentes raisons, ils ont un positionnement quasi unique qui les rend totalement indispensables dans la chaîne de production, et ce qui leur permet d'avoir des marges et un business extrêmement viable. Voilà, par exemple. Il y en a bien sûr plein d'autres. Ensuite, vous avez à type de mode, vous avez tout ce qui est actif intangible. Donc il y a plusieurs sous-catégories, hein. Vous avez tout ce qui est marque, donc par exemple tout le luxe marche là-dessus, hein. Par exemple un Hermès, donc avec derrière ce qu'on appelle le pricing power, donc c'est-à-dire la capacité d'augmenter pour ces entreprises le prix de leurs produits sans que cela impacte leur volume de vente. Et ça les rend par exemple, et c'est d'actualité, ça peut être d'actualité en ce moment, avec une potentielle réapparition de l'inflation, ben, ce genre d'entreprises seront beaucoup plus imperméables à l'inflation. On peut imaginer que Coca-Cola sera assez peu impacté par l'augmentation du prix du sucre, puisque ça c'est pas sur ça que repose le prix de leurs produits par exemple. Vous avez tout ce qui appartient à les licences, donc par exemple ben, dans le cinéma, vous avez Disney qui possède dans son catalogue énormément de choses uniques et très fortes comme Star Wars ou comme tous les dessins Disney. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, ça paraît évident. Et puis bah, après, vous avez toutes les entreprises dont le business repose sur un brevet, et donc notamment tout ce qui est recherche médicale, hein. Vous avez un actif intangible qui vous protège contre ses concurrents pendant X années, et vous n'avez pas forcément de produit équivalent, hein. Et donc, toutes les entreprises médicales sont basées sur ce business model-là. Elles exploitent le brevet, et puis au bout d'un moment, elles ne peuvent plus l'exploiter, mais pendant la dizaine d'années où elles pourront l'exploiter, elles feront leur marge. Voilà un petit peu les différents types de modes qu'on peut retrouver. Alors, si on s'intéresse à l'investissement indiciel, il existe un ETF qui repose sur ce que définit Morningstar pour les entreprises qui possèdent un wild mode. Donc voilà, c'est Morningstar qui liste ces entreprises. Et voilà, ce qu'on voit, c'est que sur ces dernières années, elle a, moi je dirais plutôt légèrement surperformé le S&P 500. Bon, je vous laisse regarder si cela vous intéresse plus, mais en tout cas, sachez qu'il y a un ETF spécifique là-dessus. Voilà. Bon, voilà. Bon, pour conclure, à titre personnel, moi, je me pose toujours la question. Pour moi, c'est un critère très important, fondamental, voire même indispensable sur du très long terme. Toute la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition précise, hein. C'est un peu plus subjectif. Il y a pas de véritable classification. Morningstar essaie de le définir dans son site internet en définissant un wide, un narrow mode, etc., etc. Bon, moi, à mon avis, quand il est vraiment important, il n'y a pas forcément besoin de se pencher énormément sur la question. On voit qu'il est présent et qu'il est indiscutable. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez et si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, à bientôt.